Bonjour, je vais vous présenter le chapitre 11, modèle ondulatoire et particulaire de la lumière. Alors nous verrons dans ce chapitre deux parties. Tout d'abord le modèle ondulatoire de la lumière et ensuite le modèle particulaire de la lumière et plus précisément ce que l'on appelle la quantification de l'énergie. Alors tout d'abord le modèle ondulatoire de la lumière. Eh bien oui, au départ ce n'est pas évident de savoir ce qu'est la lumière et en tout cas, est-ce que c'est une onde ou plutôt des petites particules qui seraient envoyées ou peut-être ni l'un ni l'autre. En tout cas, Christian Huygens, en 1678, a émis l'hypothèse que la lumière était une onde et il l'a fait parce que cela lui permettait d'expliquer plusieurs phénomènes. Alors, il y en a un que l'on peut essayer de comprendre justement avec le caractère ondulatoire. Euh, On va faire une analogie donc entre les ondes sonores et puis les ondes lumineuses. Alors vous connaissez certainement ces casques, des casques anti-bruit qui permettent d'annuler un son extérieur. Alors comment cela fonctionne-t-il? En fait, vous avez le casque qui va émettre un son identique au son extérieur, au bruit extérieur, mais qui aura la particularité d'être en opposition de phase. Si bien que ces deux sons, celui extérieur et le son créé par le casque, vont s'annuler, ils vont se détruire lorsqu'ils arriveront au niveau du tympan. Alors on va essayer de voir ça un peu plus précisément. Donc on a deux sons qui sont envoyés, et admettons qu'on mette une sonde au niveau du tympan, bien on pourrait donc capter comme ça l'amplitude des sons en fonction du temps. Donc là ici on prend un cas simple où on a une onde périodique sinusoïdale. Alors au-dessus, c'est par exemple le son extérieur. Son extérieur. Et là ici, en dessous, ce serait le son créé par le casque. Voilà, alors on s'aperçoit que c'est le même ici. Et en fait, ils sont en phase puisque là où il y a un maximum de l'un, on retrouve un maximum de l'autre. On a à ce moment-là un son globalement qui va être deux fois plus fort, si on peut dire. En tout cas, l'amplitude ici est deux fois plus importante. On voit que les amplitudes s'additionnent. Alors au contraire maintenant, si on a le casque qui émet un son, mais cette fois-ci en opposition de phase, c'est-à-dire que là où il y avait un maximum, on se retrouve avec un minimum, et là où il y avait un minimum, il y a un maximum, et à ce moment-là, on se retrouve avec aucun son, les deux sons s'annulent. Parce qu'en fait, l'addition des sons est algébrique. Ici, si vous avez un maximum plus 1, ici c'est moins 1, plus 1, moins 1, on obtient 0. Donc c'est ce qu'on appelle l'interférence destructive. Alors que là ici, ce sont les interférences constructives. Alors il se trouve que cela fonctionne également avec la lumière. On peut obtenir le même genre de phénomène avec la lumière. Alors de quoi s'agit-il? Vous avez ici une source lumineuse dans ce dispositif. Ici, vous avez un écran percé de deux trous. Et puis, vous avez un écran ici, un peu plus loin, sur lequel on projette donc la lumière. Alors, si on bouche un des trous, vous avez ici la lumière qui est issue de ce trou qui va éclairer tout l'écran uniformément avec bon, voilà, une lumière. En tout cas, chaque point sera éclairé. Si je bouche maintenant le trou du haut, eh bien ce sera la même chose, on aura l'écran qui sera éclairé. Mais maintenant, si on ouvre les deux, on a un phénomène assez étonnant, c'est qu'on voit apparaître des zones brillantes et des zones sombres. Alors, c'est très curieux au premier abord, puisque là où on s'attend à ce qu'il y ait de la lumière, enfin on s'attend à ce qu'il y ait de la lumière partout, eh bien non, il y a des endroits
qui semble rester non éclairée, alors que pourtant la lumière arrive bien. Donc il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, on éclaire avec une lumière issue de ce trou-là, plus la lumière issue de ce trou ici, et on peut obtenir aucune lumière. Alors, ce qui se passe, c'est que la lumière, les rayons lumineux, parcourent des distances différentes, et donc arrivent à certains endroits, soit en phase ou en opposition de phase. Si on prend ici, par exemple, l'endroit où on avait la zone sombre, on a ici un grossissement. Donc on a ici en orange l'onde qui vient du trou 1, et puis en bleu, celle qui vient du trou 2, d'accord? On voit ici que les deux ondes sont en opposition de phase. Là où il y a un maximum de la bleue, il y a un minimum de l'orange. Et donc, on a ici une interférence destructive. Pardon. Ce qui nous donne une absence de lumière. Au contraire, ici, là où il y a une zone brillante, si on zoome un petit peu, on obtient les deux ondes qui sont en phase, et à ce moment-là, avec une interférence constructive. Donc, interférence destructive, c'est absence de lumière. Interférence constructive, c'est la présence de la lumière. C'est la même chose pour le son. Lorsqu'il y avait une interférence constructive, on obtient un son plus important. Mais lorsqu'il y a une interférence destructive, avec l'opposition de phase, on a une annulation. Et donc, absence de bruit pour le son, absence de lumière. Voilà, donc on a ici une analogie, et on comprend que c'est... En fait, on ne peut pas expliquer autrement ce phénomène qu'en considérant que la lumière est une onde. Il y a d'autres phénomènes, il y a beaucoup d'autres phénomènes qui permettent d'expliquer que la lumière est une onde. Alors, ici on est un petit peu, si vous voulez, hors programme. Ce phénomène-là sera étudié en terminale. Voilà, mais il est bien quand même d'avoir une idée un peu de cette nature ondulatoire de la lumière et de savoir un peu d'où ça vient. Alors, la lumière est une onde, oui, mais la nature de cette onde est un peu étonnante parce qu'il s'agit d'une onde électromagnétique. Alors en fait, c'est un dénommé James Maxwell, en 1815, qui a fait une théorie qui a permis de montrer que la lumière appartenait aux ondes électromagnétiques. En fait, dans sa théorie, il a lié le champ électrique et le champ magnétique. Le champ électrique, vous savez, c'est le champ créé par les charges électriques, et le champ magnétique, eh bien, c'est le champ créé par les aimants. Et dans sa théorie, il a réussi à lier les deux, avec des équations mathématiques, tout ça d'une manière très quantifiée. Et il a montré qu'il était possible, enfin, qu'il existait en principe, une onde électromagnétique créée, enfin, composée d'un champ électrique et d'un champ magnétique couplés, oscillant. Alors on voit ici une image, vous voyez que cette onde, là, elle serait composée à la fois d'un champ électrique en bleu, ça ici ce serait le champ électrique, et puis là ici, en vert, ce serait le champ magnétique qui serait perpendiculaire de cette manière-là. Bon, quoi qu'il en soit, pour nous, on considérera que cette onde est simple, c'est-à-dire qu'elle n'est pas composée de deux parties. D'accord ? Donc, on le considérera toujours comme une vague, comme celle en bleu que l'on voit là. Il y a toujours donc une longueur d'onde que l'on peut définir, une fréquence, une célérité, etc. Alors la lumière visible, vous le savez, appartient aux ondes électromagnétiques, donc, et ce n'est qu'une toute petite partie des ondes électromagnétiques. Vous avez les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, les ultraviolets, etc. Vous voyez qu'ici, on a un axe des fréquences. Plus on va vers la droite, plus la fréquence augmente. On voit ici cette représentation avec des vagues rapprochées. Donc là, ici, on a une fréquence élevée, et là, au contraire, une fréquence plus petite. Et c'est l'inverse pour les longueurs d'onde. Là, ici, une longueur d'onde resserrée, petite, et donc haute fréquence. Là, une grande longueur d'onde, et donc fréquence petite. On le sait que la longueur d'onde
est inversement proportionnel à la fréquence, on en reparlera tout à l'heure, mais là on pourrait faire donc un axe des longueurs d'onde dans ce sens-là. Voilà, alors on reconnaît quand même les domaines, donc je ne vais pas trop détailler là, mais les rayons X, c'est important, donc qui permettent de faire des radiographies. Vous avez les ultraviolets et les infrarouges qui encadrent la lumière visible. Et puis ici, les micro-ondes, ce sont des ondes donc, que l'on retrouve par exemple dans les fours à micro-ondes. Les ondes radio, donc c'est par exemple le Wi-Fi, les ondes des portables, etc. Les rayons gamma, ici très énergétiques, qui viennent de la radioactivité. Voilà. Alors, vous savez déjà des choses importantes. Donc, contrairement aux ondes mécaniques, les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans le vide. Ah oui, parce que ce qui vibre, en fait, ce n'est pas de la matière ici, c'est un champ électrique et magnétique. Et en fait, donc, ce n'est pas matériel, même si ça peut paraître étonnant. Ceci dit, dans longtemps dans l'histoire, on a cru qu'il y avait quand même quelque chose qui vibrait, qu'on appelait l'éther. Euh, mais finalement, cette idée a été abandonnée. On a pu montrer que ce n'était pas possible d'imaginer qu'il y ait un milieu matériel qui vibrait. Alors, les équations de Maxwell donnaient la vitesse de la lumière, et c'est en cela justement qu'elles étaient particulièrement intéressantes, et en tout cas qu'elles montraient qu'elles étaient valables. Elles donnaient une vitesse de la lumière dans le vide, et même d'ailleurs dans les milieux transparents, en tout cas dans le vide. Donc vous connaissez la vitesse de la lumière, environ 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Avec 3 chiffres significatifs ici. Alors, donc cette vitesse de la lumière a été mesurée par Fizeau en 1849 et Michelson en 1881. Et ces mesures ont donc confirmé la valeur donnée par l'équation de Maxwell, et donc ce qui permettait donc de valider complètement cette théorie. Et donc ça a été un bond assez fantastique pour la physique. Alors, on revient maintenant sur la relation entre la longueur d'onde et la fréquence. Dans le chapitre précédent, on a vu que pour les ondes, la longueur d'onde, c'est donc la célérité multipliée par la période. La vitesse multipliée par la période, ici la célérité, c'est donc la vitesse de la lumière, ou bien avec la fréquence, lambda égale à c sur f. Donc ça, c'était le chapitre précédent. Alors il se trouve que pour la lumière, la fréquence se note plutôt avec la lettre grecque nu, qui s'écrit comme un V, un peu comme ça, mais arrondi. Et donc finalement, on retient plutôt cette formule, lambda égale c sur nu. Voilà, donc il faut s'y faire à ce changement de notation. C est donc toujours en mètres par seconde. La fréquence est toujours en hertz. Le hertz, vous savez qu'en fait, ce sont des secondes moins 1. Et puis la longueur d'onde en mètres. Alors il faut avoir une idée maintenant un peu quand même des différents domaines des ondes électromagnétiques. Alors tout d'abord le domaine visible. Vous savez que les longueurs d'onde sont comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Et vous devez savoir que vers 800 nanomètres, c'est plutôt le rouge. Vous voyez, les plus grandes longueurs d'onde, vers 400 nanomètres, c'est plutôt le violet, le bleu, le violet, d'accord? Donc ici, on est à 800 nanomètres. Ici, c'est plutôt 400. Voilà, alors vous devez quand même retenir ça. On peut aussi tout de suite voir que du côté bleu, de l'autre côté, ce sera les UV ici. Bon, le domaine des ultraviolets arrive de ce côté-là, et là, le domaine des infrarouges. On est inversé par rapport au schéma ici, puisque
la longueur d'onde ici augmente vers la gauche, alors que là c'est l'inverse, elle augmente vers la droite. Quoi qu'il en soit, il faut retenir cette idée que la lumière bleue vibre plus rapidement, à une fréquence plus élevée que la lumière rouge. D'accord ? Les ultraviolets ont une fréquence plus élevée que les infrarouges. On verra par la suite qu'en fait, l'énergie de l'onde est liée à la fréquence, et que plus la fréquence est élevée, plus l'énergie est grande. Les ultraviolets ont une énergie plus grande que les infrarouges. Et du coup, ils sont aussi plus dangereux. On sait que les ultraviolets sont dangereux pour la peau, pour les organismes vivants, alors que les infrarouges, a priori, moins. Voilà, et donc on peut relier ça au point de vue énergétique. Déjà, ici on a une énergie plus importante. Si on essaye de donner des ordres de grandeur des différents domaines, on est un petit peu embêté parce que les domaines sont assez larges. Par exemple, pour les ondes radio, les fréquences sont comprises entre 10 puissance 6 et 10 puissance 9 Hz. Eh bien, on peut calculer la longueur d'onde avec la formule au-dessus. Lambda, c'est la vitesse de la lumière divisée par la fréquence, donc c'est facile, et vous pouvez le faire, de calculer ces valeurs-là, qui sont approchées. Et si on veut donner un ordre de grandeur, on est un peu embêté, parce que c'est entre 1 mètre et 100 mètres, or normalement c'est une puissance de 10 qu'il faut donner. Bon, là ici, on est un petit peu ennuyé. En tout cas, on peut dire que c'est de l'ordre du mètre. Voilà, 1 mètre, 100 mètres, on va dire que c'est le mètre. Les micro-ondes, eux aussi, sont compris entre 1 mm et 1 mètre. Je parle des longueurs d'onde. Les longueurs d'onde entre 1 mm et 1 mètre. Là aussi, c'est très large. On va donner quelque chose entre les deux, le centimètre. Par exemple, dans les fours à micro-ondes, c'est de l'ordre de 10 cm. Les infrarouges, entre 1 micromètre et 1 mm, vous voyez qu'on va descendre comme ça, mètre, centimètre, millimètre. Voilà, ça nous donne un ordre de grandeur comme ça, mais qui est très grossier. Pour le visible, on ne va pas forcément retenir d'ordre de grandeur, mais on retiendra toujours cet intervalle 400 nanomètres, 800 nanomètres. De toute façon, c'est tout petit, cet espace du visible. Les ultraviolets, entre 1 micromètre et 1 nanomètre, on va dire que c'est à peu près de la taille de... Alors c'est entre 10 puissance moins 6 mètres et 10 puissance moins 9 mètres, vous voyez, c'est un petit peu large. Alors on pourra dire quand même, on va dire 1 nanomètre. Là aussi, pour la lumière visible, c'est autour d'une centaine de nanomètres. Ici, on est un peu plus petit pour les ultraviolets. 1 nanomètre, vous voyez, 10 fois moins, 100 fois moins. Bon, c'est un petit peu difficile, mais on va garder le nanomètre. Et puis pour les rayons X, on est encore plus petit. On est 10 fois, 100 fois plus petit que pour les ultraviolets. Bon, on peut retenir ici l'unité qui s'appelle l'angstrom. Et qui correspond à 10 puissance moins 10 mètres, et qui correspond à peu près à la taille d'un atome. Voilà. Bon, en tout cas, ça nous donne quand même une idée, mètre, centimètre, millimètre, là une centaine de nanomètres, ensuite on est dans le nanomètre, l'angstrom. Vous voyez, comme ça, on a des unités simples que l'on peut relier, et vous êtes censé avoir une idée quand même des ordres de grandeur, des longueurs d'onde dans les différents domaines. Voilà, alors on va s'arrêter pour cette première partie et on va ensuite aborder le modèle particulier de la lumière.